Bonjour, je suis Céleste. Le lendemain de mon mariage, ma belle-mère est venue chez moi avec un stylo déjà décapuchonné. Elle a dit « Faisons ça vite, signe tout ce que ton grand-père t'a laissé. Tu n'en auras pas besoin dans cette famille. » Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai seulement regardé le notaire et j'ai compris qu'ils avaient planifié cela avant même que les vœux soient prononcés. Ils ne savaient pas que j'étais restée silencieuse pour une raison. Ils ne savaient pas que j'avais hérité de bien plus qu'une entreprise. Et ils n'avaient aucune idée de ce que ce silence allait leur coûter. Les draps sentaient encore les lys et le champagne. Le bras d'Antoine pesait sur mon ventre, sa respiration régulière et chaude contre ma nuque. Il dormait encore, paisible, inconscient. Je restais immobile, les yeux ouverts dans la pénombre de la chambre principale, dans le domaine de sa famille, à la périphérie de Lyon. Je ne lui avais rien dit. Allongé là, une main sous l'oreiller, je repensais à ce dossier scellé, enfoui au fond de ma valise. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie, brique par brique, dans l'ombre des champs pétroliers du Rhône-Alpes. Elle m'appartenait désormais, légalement, silencieusement, complètement. Il était mort 2 ans plus tôt, juste après que mes parents avaient cessé d'appeler. Je me souviens d'avoir été debout à son chevet, tenant sa main fragile pendant que je m'approchais et qu'il murmurait « Ne parle du sacré que lorsque tu sais qui est digne de confiance. » C'était sa dernière phrase. Et j'ai écouté. Dieu sait que j'ai toujours écouté plus que je n'ai parlé. Personne dans ma famille, ni ma mère, ni mon père, ni mes sœurs aînées, ne savait qu'il m'avait tout légué. Il croyait que son entreprise avait fait faillite il y a 10 ans. C'est ce qu'ils avaient dit à tout le monde, après qu'il avait refusé de la vendre comme le reste de la famille le lui avait supplié. Mais il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, elle était en fiducie à mon nom. Par la fenêtre, le soleil du Rhône se levait à peine, colorant l'horizon de rose tendre. Je déplaçais doucement le bras d'Antoine, glissais hors du lit et marchais silencieusement vers la salle de bain. J'avais besoin de respirer. C'était censé être le lendemain de nos noces, notre première matinée complète en tant que mari et femme. J'attendais du café, peut-être une promenade dans les jardins, pas ce qui est arrivé ensuite. Quand j'eus fini de me doucher et de m'habiller, la maison vibrait déjà de voix étouffées et de pas feutrés. Mais au lieu d'un accueil chaleureux ou d'un petit déjeuner avec mes beaux-parents, une domestique frappa doucement à la porte et dit « Madame Marguerite vous attend en bas, au salon. » Elle m'appela « Madame Antoine, Herrera. » Les mots se serrèrent autour de ma poitrine. Je suivis le long couloir, passant devant des portraits à l'huile des ancêtres d'Antoine et des tables alignées de cristal taillé. L'air sentait la cire de citron et l'argent ancien. Marguerite était déjà assise lorsque j'entrai. Sa posture était parfaite, jambes croisées à la cheville, des perles brillant dans la lumière du matin. Un homme en costume sombre se tenait silencieusement à ses côtés. Sur la table, un dossier de cuir, un sceau notarial argenté et un stylo décapuchonné. « Bonjour, ma chère, » dit Marguerite, sa voix douce comme un sirop tiède. « Mettons ton rôle au foyer en forme. Une simple formalité. » Je souris, clignant 2 fois des yeux avant d'avancer vers la table. L'homme à ses côtés ne dit rien. Il fit seulement glisser le dossier vers moi. Il était déjà ouvert à la page des signatures. Quelque chose en moi se glaça. Pas un froid sur la peau, mais qui glisse le long de la colonne vertébrale.
Je m'assis lentement, pris le papier. Le titre disait « Procuration durable, affaires domestiques et financières ». Mes doigts se figèrent sur les bords. Le langage était en jargon juridique, mais je pouvais lire entre les lignes. « C'est intéressant », dis-je doucement en feuilletant les pages, comme si je n'avais jamais vu cette formule auparavant. « Ça vous dérange si je le fais réviser par mon avocat ?» Le sourire de Marguerite ne se brisa pas, mais ses yeux, oui, juste un instant. Subtil, un éclair d'irritation. Si je n'avais pas passé ma vie à lire les silences, je l'aurais manqué. « Bien sûr, » dit-elle, sa voix toujours mielleuse. « C'est juste une affaire familiale. Aucune pression. » J'acquiesçai poliment et refermai le dossier. J'avais grandi en étant la silencieuse, la fille qu'on oubliait, celle qui ne discutait pas, qui ne réclamait pas de place. Mais cela n'avait jamais voulu dire que je n'observais pas, que je n'écoutais pas, que je ne consignais pas les fissures dans les masques des gens. Et à ce moment-là, je sus exactement comment ils me voyaient. Une douce mariée du Sud, qui venait d'entrer dans leur monde d'argent ancien, sans un euro à son nom. Pas une menace, pas une force. Parfaite. Cet après-midi-là, je tins des conversations polies avec les invités qui quittaient le week-end de festivités. Je souris pour les photos. J'écrivis des notes de remerciement dans mon carnet pour les retranscrire plus tard sur des cartes. J'interprétais mon rôle à la perfection. Quand le soleil plongea derrière la ligne de cyprès et que les cigales commencèrent à bourdonner, Antoine et moi étions de retour dans l'aile des invités. Il desserrait sa cravate lorsqu'il leva les yeux vers moi et demanda « Tu as parlé avec maman aujourd'hui ?» Je ne marquai pas de pause. Nous avons pris le thé. Il sourit, embrassa ma tête et commença à déboutonner sa chemise, comme si rien au monde n'allait mal. Mais je marchai vers ma valise, en ouvris la doublure cachée et sortis le dossier manila scellé, épais de documents gravés des initiales de mon grand-père. Je le tins dans mes deux mains un moment, puis murmurai « Merci, grand-père ». Lorsque je refermai la valise, je vis le stylo que Marguerite avait laissé, encore décapuchonné, reposant sur la table d'angle, comme s'il attendait un autre type de signature. Elle avait souri quand j'avais refusé, mais ses yeux disaient « Tu le regretteras ». Ce regard me suivit le matin suivant, s'accrochant comme de la fumée. Je m'éveillai dans la chambre d'enfance d'Antoine, notre suite provisoire de lune de miel, selon Marguerite, avec l'étrange sensation que quelque chose avait changé dans l'air. Les fenêtres étaient ouvertes, le chant des oiseaux flottait, mais le lit paraissait plus froid, d'une manière ou d'une autre. Antoine était parti. J'enfilai une robe de chambre et descendis. La maison était étrangement silencieuse pour un lieu qui venait tout juste d'accueillir un mariage. Je traversai la salle à manger formelle où Antoine avait promis un brunch familial. Juste nous et les personnes qui comptent. Il n'y avait ni odeur de bacon ou de viennoiserie, ni tintement d'assiette, ni rire. Seulement le bourdonnement lointain de quelqu'un passant l'aspirateur à l'étage. Dans la cuisine, je trouvai un mot écrit de la main de Marguerite, écriture serrée et incurvée. Brunch annulé. Quelques contretemps. Nous reprogrammerons. J'ouvris le réfrigérateur. Le plateau de fruits que j'avais préparé la veille avait disparu. Le champagne que j'avais mis à rafraîchir aussi. Dans le hall, je remarquai que la pile de cadeaux de mariage près de l'escalier avait été déplacée. « Hé !» criai-je lorsque Antoine entra du patio, casquette de golf à la main.
Qu'est-il arrivé au brunch? Il m'embrassa sur la joue comme si de rien n'était. Oh, maman a pensé que ce serait trop. Elle a dit qu'elle voulait que tu te reposes. Nous ferons quelque chose la semaine prochaine. Et les cadeaux? Il cligna des yeux. Elle réorganise la terrasse. Elle laissa sûrement déplacer là-bas. Je souris. J'acquiesçai. Mais dans ma poitrine, quelque chose se serra. Ce n'était pas le petit déjeuner manqué, ni les cadeaux. C'était la manière dont les murs semblaient bas et plus proches qu'hier, comme s'ils me repoussaient lentement aux marges de ma propre vie. Plus tard dans l'après-midi, alors que je pliais nos derniers vêtements, je pensais à un moment, 2 ans plus tôt, quand je m'étais assise seule pour la dernière fois avec mon grand-père. Nous étions dans son jardin, lui taillant un rosier récalcitrant, moi cassant des noix. Il s'était arrêté en plein geste, avait levé les yeux vers le ciel et dit « Certaines personnes aiment tellement le pouvoir qu'elles oublient comment aimer les gens. » Je l'avais regardé, incertaine de ce qui avait déclenché cette pensée. « Si jamais tu possèdes quelque chose de précieux, ajouta-t-il doucement, ne les laisse pas croire que c'est ce que tu es. Sinon ils te traiteront comme un outil, ou pire, comme un obstacle. » J'avais acquiescé, sans comprendre entièrement ce qu'il voulait dire. Maintenant je comprenais. 3 jours de mariage, et je savais. Ce soir-là, alors qu'Antoine était au téléphone avec son cousin, Marguerite me fit signe de la rejoindre dans l'allée. Elle se tenait près d'un élégant SUV argenté, un ruban bien serré autour du capot. « Surprise !» dit-elle avec un large sourire. « Ton cadeau de mariage de notre part. » C'était magnifique. Lignes pures, sièges en cuir, brillant sous le soleil couchant. Je la remerciai sincèrement, jusqu'à ce qu'elle me tende une petite enveloppe. « Les documents du titre, » dit-elle légèrement. Je l'ouvris. Son nom y figurait. Pas le mien. Pas même celui d'Antoine. « Tu es la bienvenue à l'utiliser comme si c'était le tien, » ajouta-t-elle. Bien sûr, légalement, il reste dans la famille. Avant que je puisse répondre, elle sortit un autre dossier. Et juste un peu d'administration pour aligner les actifs familiaux. Je sais, beaucoup de blabla juridique. Mais notre avocat dit que cela rend tout plus simple. Je parcourus les premières pages. Des termes comme accès aux actifs, pouvoir de substitution et participation conjointe dansaient sur le papier comme des signaux d'alerte. Je souris encore, calmement. J'aurais besoin que mon avocat examine ça, simple protocole. Elle ne protesta pas à voix haute, mais sa mâchoire se contracta. Ce soir-là, de retour dans la chambre, je m'assis sur le lit, tandis qu'Antoine changeait sa tenue de golf. Il bavardait au sujet de la nouvelle maison de son cousin, de ses projets d'investir dans une franchise de lavage automobile. Je ne parlais ni de la voiture, ni du contrat. À la place, j'écoutais. Comme mon grand-père m'avait appris à écouter. Pas seulement les mots, mais les schémas. Plus tard, en me brossant les dents, j'entendis Marguerite à travers la mince cloison de la salle de bain. Elle chuchotait au téléphone. « Pas encore », dit-elle à voix basse. Elle n'est pas aussi malléable que je pensais, mais donne-lui du temps. Toute femme finit par céder une fois que tu contrôles les actifs. Je fermai le robinet. Mon pouls se calma, non pas de peur, mais de certitude. Ce n'était pas seulement mon nom qui manquait à ce titre. C'était un test, et je l'avais réussi. Le lendemain matin, je dis à Antoine que j'avais besoin d'air, juste d'une promenade, peut-être d'un café. Il embrassa ma tempe, à peine enlevant les yeux de son iPad. Au lieu de me diriger vers le parc, je marchais 2 rues plus loin.
puis montai dans une voiture de location que j'avais réservée la veille à mon nom de jeune fille. Je conduisis jusqu'à un immeuble de bureaux en périphérie de la ville, un lieu aux hautes fenêtres avec une enseigne qui disait « Espace de travail collaboratif Lyon ». Je passai ma carte, pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, m'installai à un bureau qui sentait vaguement la lavande et le vieux café, et ouvris mon ordinateur portable. Là, sur l'écran, le tableau de bord de mon entreprise. Les ventes en hausse de 11 par rapport au trimestre précédent. Croissance régulière des abonnés. De nouvelles propositions de partenariat signalées pour révision. J'ouvris une nouvelle page dans mon journal privé. J'écrivis lentement, régulièrement. Ne réagis pas émotionnellement. Observe, protège, attends. Puis, après une pause, il pense que le silence signifie soumission. Mais le silence n'est qu'un espace pour écouter, pour planifier. Je fermai l'ordinateur. Mes yeux se tournèrent vers la fenêtre, le soleil glissant plus bas derrière les arbres. Je savais désormais exactement dans quel type de jeu j'étais entrée, et je n'étais pas prête à me retirer. Le premier prélèvement fut effectué sur mon compte sans ma permission. Il était un peu plus de 8 heures du matin. Je sirotais mon café tiède dans l'espace de travail collaboratif quand je vis la notification sur mon téléphone. Au début, je crus à un débit mensuel habituel. Peut-être une livraison de courses ou une facture qu'Antoine avait mise en prélèvement automatique. Mais au moment où j'ouvris l'alerte et vis la somme, 18 000 €, je me redressai. « Assessoria C », disait-elle. Je ne reconnus pas le nom. J'ouvris l'application bancaire, le cœur battant plus vite. La transaction avait été approuvée depuis notre compte conjoint. J'appelai Antoine sans réfléchir. Il répondit d'une voix joyeuse. « Salut chérie, comme si rien n'allait de travers. »« Qu'est-ce que c'est Assessoriacé ?» demandai-je. Il y eut une pause, assez longue pour que j'entende une légère inspiration de son côté. « Oh, ça, c'est juste des frais de mise en place, » dit-il d'un ton détaché. « Pour la société de conseil de maman. Tu as déplacé 18 000 € sans me le dire ?» Il rit comme si j'exagérais. Je pensais que ça allait. C'est juste pour lancer les choses pour elle. Tu sais, elle essaie de reconstruire son projet. J'avalais ma frustration. Nous avions convenu. Aucune décision financière sur le compte conjoint, à moins que nous signions tous les deux. Tu te souviens ? Allons, dit-il. Nous sommes mariés maintenant, Céleste. Nous sommes une famille. Tout n'a pas besoin d'être aussi formel. Tu ne me fais pas confiance ? Confiance. Ce mot resta coincé dans ma gorge comme une arête. Je revis la ligne sur l'extrait. Assessoriacé. Je mis fin à l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. Le reste de la matinée, je ne pus chasser mon malaise. Entre deux réponses à mes clients et la révision de rapports de produits, j'ouvris un nouvel onglet et tapai le nom dans un registre commercial. Il régnait un silence studieux dans l'espace de travail collaboratif, seulement brisé par le bourdonnement d'une imprimante ou le cliquetis des claviers au loin. Je lançai la recherche de nouveau, cette fois sur le site des registres publics du Rhône-Alpes, et le résultat apparut. Assessoria C. SARL. Société à responsabilité limitée. Créée 2 mois avant le mariage. Antoine, listé comme co-signataire. Marguerite, ma belle-mère, en était l'agent enregistré. Je parcourus chaque document disponible. L'adresse de l'entreprise. Le domaine familial. L'objet social déclaré. Service de transition d'actifs commerciaux.
Cette formule se répétait à chaque page, encore et encore. Pas du conseil, pas du coaching. Transition. Mes mains restèrent sur le clavier, mais mon corps s'éloignait, comme si j'étais entrée dans une pièce familière où tous les meubles avaient été déplacés à mon insu. Qu'est-ce qui était en train d'être transféré et à qui? De retour dans notre appartement ce soir-là, Antoine fit comme si de rien n'était. Il me tendit un verre de vin, évoqua l'idée d'essayer un nouveau restaurant thaïlandais le week-end suivant. J'acquiesçai, je souris comme une épouse normale. Mais à l'intérieur, mes pensées couraient. Je me rappelais ce que mon grand-père m'avait dit, un dimanche après-midi silencieux, quand il m'invitait sur la terrasse juste pour parler. Ne laisse pas ton silence leur faire croire que tu es stupide. Laisse-leur croire qu'ils peuvent se relâcher. Je dormis peu cette nuit-là. Le lendemain soir, je revins au domaine pour le dîner. C'était prévu de longue date. Les fameux dîners du vendredi de Marguerite. Poulet rôti, serviettes en lin, jazz doux en fond sonore. Tout était trop parfait. Au milieu du repas, je pliai lentement ma serviette et dis « Au fait, je suis tombée sur quelque chose d'intéressant en faisant quelques recherches de routine. » Antoine leva les yeux de son assiette. « Quoi donc ?»« Assez, répondis-je d'un ton égal. Marguerite s'interrompit, sa fourchette à la main, juste un éclair. Ses yeux ne s'écarquillèrent pas, mais sa mâchoire se contracta, imperceptiblement. Antoine lâcha un petit rire nerveux. « Elle a encore fouillé sur Google, » plaisanta-t-il. Je souris. Je fais toujours ma diligence raisonnable. C'est une habitude. Je ne bougeais pas encore pour prendre le papier. Mon esprit tournait en cercles aiguisés. Cette maison est déjà protégée, dis-je doucement. Je l'ai achetée entièrement. Sans dette. Sans hypothèque. Marguerite écarta mes paroles comme on chasse un moustique. Exactement. C'est bien le but. Puisqu'elle fait partie du foyer conjugal désormais, il est logique que le nom d'Antoine y figure. Le nôtre, techniquement, pour des raisons fiscales. Tu serais surprise de voir combien de déductions on peut obtenir. Crois-moi, je l'ai déjà fait. Je pris enfin le document et parcourus la ligne supérieure. Mon nom, l'adresse, puis transfert de titre à Antoine Herrera et Marguerite Herrera comme copropriétaires. Je levai les yeux. Et le notaire est là pour. Elle sourit plus largement. Ma chère, c'est juste pour officialiser. Rapide et simple. Tu te sentiras bien mieux quand tout sera en ordre. Ah, un bruit de pas résonna dans le couloir. Antoine entra, pieds nus, se frottant les yeux. « Salut, chérie » murmura-t-il, apercevant le document dans ma main. « Ce n'est pas grand-chose. Maman m'a expliqué. »« Pas grand-chose » demandai-je, ma voix toujours égale. « Tu veux signer ma maison à ton nom et à celui de ta mère ?» Antoine soupira. « Ce n'est pas comme ça. Tu dramatises. » Je repliai le document calmement. « Vraiment ?» Marguerite pencha la tête. « Céleste, nous sommes ta famille. Tu agis comme une étrangère. Nous avions convenu de garder nos actifs séparés, dis-je en croisant le regard d'Antoine. C'était notre entente avant le mariage. Il haussa les épaules. Les plans changent. Nous sommes une unité maintenant, non ? Pourquoi être si formel ? Parce que je vois clair désormais. Je ne le dis pas à voix haute, mais en moi, quelque chose s'était rompu. Toute chaleur envers cette supposée nouvelle famille s'était réduite à un point. J'acquiesçais lentement, repliant l'acte. Je vais y réfléchir.
Le sourire de Marguerite vacilla une demi-seconde. Bien sûr, prends ton temps. Mais fais-le nous savoir vite. Ces choses-là se règlent mieux rapidement, avant les échéances fiscales. Après leur départ, je restai longtemps à la fenêtre, l'acte dans la main. Une brise fit frissonner les rideaux, mais le poids que je sentais n'avait rien de léger. Cet après-midi-là, je conduisis jusqu'au centre-ville. Je n'en parlais pas à Antoine. Je m'arrêtais devant un petit cabinet juridique, coincé entre un cabinet dentaire et une boutique locale. La réceptionniste leva les yeux lorsque j'entrai. Elle ne demanda pas pourquoi j'étais là. Elle demanda seulement qui je venais voir. Quelqu'un qui connaît le droit immobilier du Rhône-Alpes ? Dis-je. On me présenta un homme nommé Étienne Corbin. La cinquantaine, des yeux calmes, un nœud papillon. Je posai l'acte plié sur la table. Pouvez-vous me dire ce que cela signifierait si je signais ? Il l'examina en silence, ligne après ligne, puis leva les yeux vers moi. Vous céderiez la propriété légale de la maison, dit-il. Droit complet. S'il choisissait de vendre, de refinancer ou d'hypothéquer, il pourrait le faire sans votre consentement. Et la maison a été achetée par mon fiducie prénuptial, ajoutai-je. Il arqua un sourcil. Alors, il devrait se prouver un droit conjugal ou une intention de cohabitation avec actif commun. Mais vous avez dit qu'elle était dans une fiducie. J'acquiesçai. Je l'ai financée à travers une SARL, société à responsabilité limitée, rattachée à la fiducie héritée de mon grand-père. Son expression changea. Vous avez les documents originaux de la fiducie ? Oui. Et il y a une clause que mon grand-père a exigée. Aucun actif de cette fiducie ne peut être réassigné ou transféré sans examen du Conseil. Il acquiesça lentement. Alors signer cet acte ne risquerait pas seulement votre maison. Cela pourrait déclencher un manquement, mais vous donnerait aussi un avantage. Ce soir-là, je rentrai juste après le coucher du soleil. Antoine était dans le salon, regardant un match de foot, comme si de rien n'était. Je ne dis pas un mot. Dans le calme de mon bureau, j'ouvris mon coffre ignifugé, y plaçai l'acte non signé, l'étiquetai, refermai. Puis j'ouvris mon ordinateur, retrouvai le mail que l'avocat de mon grand-père m'avait envoyé à mes 25 ans, lorsque j'avais pris pour la première fois un contrôle partiel des participations. Son nom, Thomas Denis. Encore en exercice, encore fidèle à la mémoire de mon grand-père. J'écrivis lentement. Objet, consultation sur un bien familial. J'attachai une copie scannée de l'acte, une note brève, sans drame, juste des faits. Puis j'appuyai sur envoyer. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'ai pas brûlé le papier. J'avais seulement allumé la mèche sous la fantaisie qu'ils avaient tenté de construire. Brique par brique volée. C'était un jeudi. Le samedi matin, Antoine semblait avoir redémarré comme si rien ne s'était passé. Appuyé contre le chambranle de la cuisine, portant son Henley gris préféré, il me regardait servir du café et dit d'un ton joyeux, qui ne collait pas à la tension des jours précédents. « Allons prendre un brunch aujourd'hui. Juste nous deux. Pas de mère. Pas d'avocat. » Je levai les yeux par-dessus ma tasse. « Un brunch ? » ?»« Oui. » Il sourit, glissa son téléphone dans sa poche. Je pensais que ce serait bien de nous reconnecter, redémarrer. Le mot résonna. Redémarrer. Comme si j'étais un appareil qu'on pouvait simplement réinitialiser, effacer la mémoire, et tout fonctionnerait à nouveau. J'acceptais pourtant.
Je voulais voir quelle version de lui allait se présenter. Il choisit un café du centre, décontracté mais cher, le genre d'endroit qui servait les œufs sur des planches et appelait le pain grillé artisanal. Nous nous assîmes près de la fenêtre, et tandis que la lumière filtrait, Antoine joignit ses mains comme pour diriger une réunion. « Tu travailles comme une folle, » dit-il, versant du sirop sur des pancakes qu'il toucha à peine. « Je suis fière de toi, chérie. Vraiment. » Son sourire était trop poli, trop régulier, comme s'il l'avait répété devant un miroir. « Merci, » répondis-je en remuant lentement mon café glacé. « Tu disais que tu voulais parler ? » « Oui, » dit-il, puis hésita. « Tu sais, cette histoire de maison avec maman, la fiducie. Je ne voulais pas que ça ait l'air de t'attaquer. » J'inclinai la tête. « Vraiment ? » Antoine rit nerveusement. « D'accord. Peut-être que ce n'était pas la meilleure manière, mais je pensais. Maintenant qu'on est mariés, ce serait peut-être le moment de songer à fonder une famille. » Je clignai des yeux. Ça, c'est un sot. Il prit ma main. Je suis sérieux. Nous sommes une équipe, non ? On devrait planifier l'avenir, protéger notre héritage. Le mot fit se nouer mon estomac. Puis son téléphone vibra sur la table. L'écran s'alluma. Je n'aperçus qu'une seconde, mais c'était suffisant. Mélanie, J. Il retourna l'appareil d'un geste rodé, puis me lança un sourire gêné. Du travail ? C'est la coordinatrice de notre ancienne agence. Toujours à m'embêter au téléphone. Bien sûr, dis-je. Il retira sa main. Bref, je pensais. Peut-être qu'on pourrait mettre l'entreprise dans une fiducie familiale. Tu sais, simplifier les choses, avantages fiscaux, enfants à venir, ce genre de choses. Je ne répondis pas tout de suite. Je le regardais. Vraiment regardé. Puis je demandai « Quelle famille ?» Antoine cligna des yeux. « Quoi ? Tu as dit « fiducie familiale ». Alors quelle famille ? La tienne et celle de Marguerite ? Ou la mienne ? Il rit, mal à l'aise, comme s'il n'attendait aucune résistance. La nôtre, bien sûr. Je le disais juste comme mesure de sécurité. Sécurité pour qui ? Ma voix resta égale. Parce que mon nom figure seul sur cette entreprise. La mâchoire d'Antoine se crispa. Je ne voulais rien de mal, Céleste. Tu es juste prudente. Je suis pragmatique, répondis-je. Il soupira. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de construire quelque chose ensemble. Plus vite, plus vite. C'était encore là, cette urgence, cette avidité sous le vernis. Que ferais-tu ? Demandai-je lentement. Si l'entreprise n'existait pas, il cligna des yeux. Et si l'entreprise disparaissait demain ? Bien sûr que je serais là. Mais avec elle, nous pourrions vraiment aller loin. Et voilà, ce « nous », cet avenir qu'il décrivait comme déjà budgété. J'acquiesçais, feignant de réfléchir. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était figé. Je venais de là où je venais. Et troisièmement, mon vieil anneau de mariage. Je le posai sur le papier, le regardant scintiller dans la lumière déclinante. J'avais presque oublié qui j'étais, murmurai-je. Mais toi, non. Merci d'avoir planifié le jour où je ne verrais pas la tempête arriver. Je restais là, tandis que le ciel s'assombrissait. Je ne pleurais pas. Je n'avais pas mal. Je me souvenais. Et cela suffisait. Ce soir-là, de retour à la maison, je n'allumai ni la télévision ni ne répondis aux mails. J'allumai seulement une petite bougie près de la fenêtre
comme il avait l'habitude de le faire quand les lumières s'éteignaient.